L'extension des mouvements migratoires en Europe a eu pour effet d'accroître l'hétérogénéité des sociétés d'accueil et de relancer le problème de l'intégration. Faut-il d'ailleurs parler encore d'intégration ? Le mot lui-même est devenu problématique. Substitué au terme d'assimilation, jugé niveleur et même colonial, il est à son tour contesté. Les plus ardents défenseurs de la diversité lui préfèrent aujourd'hui l'expression de société inclusive. Nous verrons ce que recouvre cette querelle sémantique avec le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté, qui publie Le multiculturalisme comme religion politique, et avec le philosophe français Alain Renaud, dont les derniers travaux portent sur la question de savoir comment vivre ensemble avec nos différences culturelles, religieuses, ethniques ou sexuées. Partons de votre titre, Mathieu Bock-Côté. Ce qu'on désigne couramment sous le nom de religion politique, ce sont les idéologies totalitaires du XXe siècle. Vous appliquez cette notion au multiculturalisme contemporain. Qu'est-ce qui vous autorise à le faire? Et si culte il y a, quels en sont les principaux articles? Mathieu Bock-Côté. Alors, le multiculturalisme s'inscrit dans une longue histoire qui est celle de la mutation du progressisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour l'essentiel, on peut y voir une idéologie devenue religion politique qui est née du croisement d'un marxisme en décomposition et des revendications issues de la contre-culture. Je dis religion politique parce qu'il s'agit fondamentalement d'un projet de régénération complète de la société. Pourquoi? À partir d'un jugement très sévère porté sur une forme de culpabilité ontologique des sociétés occidentales qui se seraient rendues coupables d'un crime contre l'altérité, et à partir de là, une quête de rédemption avec la sacralisation de l'autre qui est invité à nous régénérer, bien qu'on ne sache jamais exactement de quel autre il s'agit, de combien d'autres il s'agit d'ailleurs, mais il y a une sacralisation de l'autre qui joue un peu la figure du prolétaire ou de l'exclu dans l'imaginaire marxiste, donc sacralisation de l'autre, censé nous délivrer de nous-mêmes, quête d'indétermination, même volonté de déconstruire nos sociétés jusqu'à leur premier fondement pour qu'elles deviennent un paradis diversitaire, celui de la libre circulation des identités entre elles sans verticalité politique, sans héritage politique. Par ailleurs, lorsqu'on cherche à le définir, donc les grands articles de foi, disons, fondamentalement, il y a cette révélation, la diversité est une richesse. Apparaît dans les années 60, 70, 80, cette idée comme quoi la diversité, souvent bien mal définie, la diversité apparaît à la manière d'une révélation et nous devons nous y convertir, nous convertir à cette vision positive de la diversité, sans quoi on sera accusé de vouloir rester dans les ténèbres de l'histoire, dans une conception homogène de la communauté politique, dans une conception régressive de l'identité. Dernier élément qui compte, je crois, c'est le traitement de l'adversaire dans le régime multiculturel. L'adversaire n'est pas considéré comme le porteur d'une autre vision politique légitime, discutable, critiquable, mais à la manière souvent d'un ennemi de l'humanité, d'une certaine manière, c'est-à-dire le porteur du refus de l'autre, de la xénophobie, du racisme même. Donc ce n'est pas le régime multiculturel ne met pas en scène un débat entre deux philosophies distinctes se reconnaissant mutuellement leur légitimité, c'est la reconduction du conflit entre le bien et le mal tel qu'on a pu le connaître dans un certain progressisme au XXe siècle. D'où le terme de religion politique. Voilà. Mais une petite précision, Mathieu Bock-Côté, vous parlez de culpabilité ontologique, c'est plutôt de culpabilité historique qu'il s'agit, l'Occident ayant à répondre, notamment du colonialisme et aussi de l'exacerbation des nationalismes au XXe siècle avec l'apocalypse hitlérienne. Alors, donc c'est plutôt de cela qu'il s'agit. Non, justement, je crois que le propre du multiculturalisme, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire, s'il s'agit de plaider coupable pour, je sais pas moi, les délires du nationalisme au XXe siècle ou les délires du communisme aussi, alors je crois que nous plaiderons tous coupables, sinon avec enthousiasme, à tout le moins avec sincérité. Mais le multiculturalisme pousse ça plus loin, fondamentalement. La nature même de l'expérience historique occidentale serait une expérience sous le signe de la culpabilité. Et nous noterons d'ailleurs le désir qu'ont les nations occidentales aujourd'hui de chaque fois de réécrire leur histoire à l'encre de la culpabilité. Comme si fondamentalement, il fallait d'abord se reconnaître coupable en soi. De là la nécessité de se déconstruire intégralement souvent, et on le verra ensuite dans la définition du multiculturalisme, de transformer notre rapport à l'intégration, car si fondamentalement nous sommes coupables, pourquoi voudrions-nous intégrer l'autre à nous si nous n'avons plus de fondement de légitimité? Alain Renaud. Je suis très surpris des deux mots-clés
que votre essai utilise pour parler du multiculturalisme, c'est-à-dire d'une part idéologie et d'autre part totalitarisme. Alors, idéologie d'abord, bien évidemment, il y a une théorisation du multiculturalisme qui s'est accomplie, mais à travers différentes accentuations possibles, avec des débats entre, par exemple, au Canada ou au Québec, entre les multiculturalistes de type Charles Taylor, les multiculturalistes de type Will Kimlicka, etc. Vous rangez tout ça dans un seul discours, un unique discours, dont je ne pense pas qu'il soit homogène. Je suis très gêné par ce point et je pense qu'il faudra y revenir et dire pourquoi vous procédez à cet amalgame entre des positions, je pense par exemple à l'interculturalisme, qui sont encore rattachées au multiculturalisme, mais enfin qui font que c'est une notion subtile, complexe, alors que vous en faites une espèce de bouc émissaire porteur de tous les maux des sociétés contemporaines. Enfin, cette manière d'homogénéiser m'a étonné. Et par ailleurs, un mot là-dessus, je suis étonné par l'ancrage, enfin la désignation de cette idéologie que serait le multiculturalisme comme totalitaire, parce que les grands totalitarismes du XXe siècle ont ceux qui ont été thématisés par Hannah Arendt, et les principales composantes du totalitarisme ne sont pas présentes, des totalitarismes nazis ou staliniens sont pas présentes dans le multiculturalisme. Oui, il n'y a pas de parti unique, etc., etc. Il n'y a rien de tel. Quelle serait, Alain Renaud, votre propre définition du multiculturalisme? Pour vous, ce terme n'est pas négativement connoté, même si vous hésitez entre interculturalisme et multiculturalisme. Vous dites que nos sociétés sont mises au défi du pluralisme culturel. Alors, quelle définition exacte donneriez-vous du multiculturalisme aujourd'hui en Occident? Si vous voulez, moi je pars plutôt des données de nos réflexions. Les données, c'est la multiculturalité. C'est-à-dire le fait que nos sociétés, la plupart des sociétés qui sont des démocraties, il y a un lien sans doute entre les deux, sont des sociétés pluriculturelles ou multiculturelles. Elles la contiennent en elles comme une donnée ou comme un fait. Alors après, il y a des interrogations portés par ce fait et des types de réponses possibles au fait de la multiculturalité, parmi lesquels le multiculturalisme, qui est une réponse qui consiste à estimer qu'au fond, dans sa forme la plus pure et la plus rude, qui n'est pas la mienne, que le côte à côte des groupes culturels est la solution. Bon, alors, si je peux me permettre, sur la définition du multiculturalisme, vous me demandez pourquoi je rassemble des penseurs qui, par ailleurs, débattent entre eux sous une même étiquette, parce qu'ils partagent néanmoins, je crois, une même philosophie et la suivante. Voilà la définition que je propose du multiculturalisme. Le multiculturalisme repose sur l'inversion du devoir d'intégration. Traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant, de l'immigrant, de prendre le pli identitaire et culturel de la société d'accueil. Le multiculturalisme renverse cette perspective et nous dit que désormais, c'est la société d'accueil qui doit transformer ses institutions et sa culture pour accommoder la diversité, pour la mettre en valeur. Dans cette perspective, la nation d'accueil n'est plus qu'une communauté parmi d'autres, n'est plus qu'un communautarisme parmi d'autres. De ce point de vue, la société n'aura en commun finalement qu'un patriotisme des droits, et quant à ce qu'on appelait la nation d'accueil, elle n'aura plus qu'un seul privilège, mais négatif, puisqu'historiquement, elle aurait dominé les autres cultures, on ne parlera plus de culture nationale, mais de culture majoritaire ou de culture dominante, eh bien, elle devrait se déconstruire, elle devrait privatiser la plupart des symboles qui définissaient l'espace public d'une manière ou de l'autre. Alors, définir le multiculturalisme, je dirais, au-delà de sa genèse, si on cherche à le définir comme cadre de pensée aujourd'hui, il faut vraiment mettre l'accent sur cette inversion du devoir d'intégration. Là-dessus, d'ailleurs, quand même, Alain Renaud, vous vous reconnaissez dans cette définition, puisque dans un certain nombre de vos livres, depuis Alter Ego, vous remettez en cause le concept d'assimilation, je disais jugé colonial, puisqu'il s'agit de transformer l'autre en même. Vous y voyez une certaine violence à laquelle vous opposez justement une autre forme d'hospitalité, d'accueil, qui fait droit à la différence de celui qui arrive. Alain Renaud. Oui, enfin, c'est vrai que le geste de l'assimilation n'est pas pour moi fondamentalement celui avec lequel je ressens le plus d'affinité par rapport au problème qu'on vient de mettre en place. C'est-à-dire assimiler, qu'on le veuille ou non, c'est quand même vouloir effacer
vouloir supprimer, vouloir couper les racines, nier les différences. Donc, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, je veux dire, si on tient ça comme une nécessité ancrée dans je ne sais quelle logique ou quelle dynamique, peut-être, mais en tout cas, c'est un geste négateur. Donc, je ne vois pas pourquoi nous serions convaincus d'avance qu'il n'y ait pas de possibilité que dans des sociétés qui sont hautement multiculturelles, qui le sont profondément, par leur histoire, par les migrations qui sont en cours, pas seulement les migrations politiques, mais aussi les migrations qui sont liées au changement climatique, avec des pronostics pour les décennies qui viennent, qui sont hallucinants. Comment ne partirions-nous pas de la pluralité? Et comment aurions-nous déjà la réponse à ces questions extrêmement complexes qu'elle pose dans des sociétés ouvertes, pour savoir s'il s'agit d'y répondre par l'octroi de droits nouveaux, de droits de quel type? Droits individuels, droits collectifs? Tous ces débats ont eu lieu, y compris dans le contexte de la philosophie québécoise ou canadienne dans les années 60, 70, 80, ce ne sont pas des débats qui sont clos, ce ne sont pas des débats simples. Comment pouvons-nous avoir une solution toute faite en disant il s'agit d'effacer? Moi, ce que je note toutefois, c'est qu'il semble y avoir un rejet décidé à l'avance. C'est le rejet de la conception traditionnelle de l'hospitalité nationale. Le propre de la philosophie multiculturaliste, au-delà du fait qu'il y ait des écoles plus modérées, des écoles plus radicales, le propre de la philosophie multiculturaliste consiste à contester, je dirais, le primat légitime de la culture nationale, c'est-à-dire la vocation pour celui qui arrive de prendre le pli, de s'approprier cette histoire et plus encore d'apprendre à dire « nous » avec cette culture. J'ajoute une chose, la notion par exemple, d'autres, me semble tout à fait paradoxale dans la philosophie multiculturaliste. Alors on nous dira l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux différences. Le propre de l'ouverture à l'autre, paradoxalement, c'est que ça vient écraser tous les autres dans un grand « autre » à majuscule. C'est-à-dire l'ouverture à l'autre. L'allemand n'est pas le finnois, le russe n'est pas le chinois, l'australien n'est pas le brésilien et le canadien n'est pas le québécois. Alors lorsqu'on nous dit ouverture à l'autre, eh bien, sous prétexte de s'ouvrir à l'autre, on vient écraser la diversité des cultures et la singularité de chacune d'entre elles. Ce à quoi je réponds qu'il ne peut y avoir de communauté politique qu'ancrée dans une communauté d'histoire. Ça ne veut pas dire, on ne doit pas caricaturer l'assimilation telle qu'on l'a, telle que vous le faites peut-être un peu. L'assimilation, ce n'est pas la négation brutale de celui qui arrive. L'assimilation, on peut dire aussi aujourd'hui l'intégration, le terme me convient tout à fait, ça consiste simplement à dire que l'immigrant arrive dans un pays déjà là et que même s'il peut conserver dans la tendresse de son foyer, dans les souvenirs qui sont les siens, quelque chose comme relevant de son identité personnelle, son identité familiale, son identité culturelle, l'espace public, néanmoins, est ancré dans une histoire et on n'a pas pour vocation à déconstruire cette histoire pour rendre la société plus démocratique. Il n'y a pas d'équivalence entre déconstruction de la nation et plus de démocratie. Je ne vois pas pourquoi l'arrivée... Alain Renaud, et puis je voudrais intervenir ensuite. Alain Renaud. L'arrivée depuis des siècles de vagues d'autres, comme vous dites, je ne vois pas pourquoi cette arrivée s'étant traduite par des installations, pourquoi ces gens auraient disparu, devraient intégralement disparaître, à part dans l'espace de leur maison, de leur appartement, pourraient disparaître de toute présence dans une société qui est destinée, selon vous, à ne pas évoluer. C'est-à-dire que les fondateurs de cette société seraient supposés avoir fixé une fois pour toutes son identité collective. Rien ne peut ni ne doit la modifier. Pourquoi? Mais alors là je voudrais disons apporter non pas une objection, mais mon témoignage. Juif polonais né en France, selon l'expression de Pierre Goldman, j'ai grandi dans une France assimilatrice. Ce que je constate, c'est que cette France assimilatrice, cette école assimilatrice, ne m'a jamais demandé, Alain Renaud, de sacrifier mon identité. Elle ne me disait pas, fonds-toi dans le moule. Non, je pouvais être juif, bien sûr. Mais surtout, l'assimilation telle que je l'ai vécue, c'était une assimilation transitive. C'était la possibilité qui m'était donnée d'assimiler, au moins partiellement, la culture française. Et là, je retrouve ce que dit Hannah Arendt de l'éducation. L'éducation, comme nous sommes des nouveaux venus sur la Terre, elle nous introduit dans un monde plus vieux que nous. Ce monde plus vieux que nous, c'est pas tout le monde. C'est le monde où nous grandissons, celui où nous sommes nés. En l'occurrence, le monde de la civilisation française. Et ce que je constate, Alain Renaud, c'est que, en effet, cette assimilation ne fonctionne plus parce qu'elle est jugée trop étroite, donc l'histoire française se trouve noyée dans une histoire générale, et élitiste, la littérature française peut avoir quelque chose de discriminatoire. Donc cette littérature est
marginalisée. Et je trouve ça très regrettable pour tout le monde, aussi bien pour les Français de souche que pour les Français de fraîche date. En ce sens-là, qui n'a rien de colonial, qui n'est pas la volonté de faire que tous les êtres soient identiques, eh bien, en ce sens-là, je ne vois pas pourquoi on se déferait du concept d'assimilation. En effet, on a choisi de s'en défaire, et je considère que ce choix est très regrettable. J'ai bénéficié, moi, d'une assimilation de la culture française, et j'aimerais que tous les enfants, aujourd'hui, puissent avoir le privilège qui a été le mien. Mathieu Bocoté et puis Alain Renaud. À votre témoignage, je rajouterai un exemple qui est présent dans l'espace public français. C'est ce que j'appelle l'exemple ou la preuve par Fabrice Lucchini. Alors voilà une figure qui émerge des classes populaires, c'est le moins qu'on peut se dire, fils d'immigrants si je ne me trompe pas, et qui s'appropriera les trésors de la culture française, la littérature française. Donc il sera au sommet culturel de la société française en s'appropriant ce qu'il y a de plus spécifique et de la même manière de plus universel à la France pour la rendre à son pays d'accueil. C'est une belle histoire finalement. Je note une chose, pour le dire d'une autre manière, c'est qu'arriver dans un pays, ce n'est pas arriver dans un espace vide, un espace plat, un espace administratif simplement régulé par les droits de l'homme. Et je crois qu'il y a un droit légitime, pour reprendre la formule de Bérénice Levet, à la continuité historique. C'est une formule qu'elle emprunte elle-même à Ortega y Gasset. Ah ben alors mon Dieu. Et Ortega y Gasset parle du droit à la continuité, le droit fondamental violé, bafoué, oublié par toutes les révolutions. Nul homme n'est le premier homme. Et la tentation du grand recommencement, qui est un héritage de ce point de vue de ce qu'on appelle le Radical 60s, c'est-à-dire cette idée qu'il faut remettre le monde à neuf, renverser le cours de l'histoire, s'extraire de l'histoire pour reprendre à neuf et piloter une société purement rationnelle, qui ne serait plus travaillée par l'histoire et la mémoire, qui ne nous pousserait plus une forme de gratitude envers le monde passé, cela soit pour les enfants ou pour les immigrants qui arrivent. Je crois que c'est un monde qui, en dernière instance, moins riche et moins capable de, qui mérite moins de se perpétuer. Donc, je reviens juste un mot sur la question de l'immigration. On ne peut pas réduire simplement l'histoire d'un pays à des vagues d'immigration successives. C'est-à-dire, il y a un territoire neutre à l'origine et ensuite, il y a des vagues d'immigration successives et chacune d'entre elles prendrait ses droits. C'est plus compliqué. Un pays est une réalité historique complexe et si on abolit l'histoire pour fonctionner avec une forme de contractualisme diversitaire radicalisé, eh bien, en dernière instance, on a beau continuer d'appeler ça France ou Allemagne ou Québec, la substance, l'histoire de ces pays aurait été vidée, aurait été niée et au terme de cela, c'est un monde un peu plus pauvre. Alain Renaud. Je rappelle juste que la Révolution française avait inscrit une partie de ses choix sous l'affirmation forte selon laquelle notre histoire n'est pas notre code. Bien évidemment. Et que vous avez une propension à avoir qui me gêne beaucoup, à avoir une représentation que je comprends, dont je vois très bien la logique. Vous êtes un nationaliste conservateur, dont la mémoire... Au-delà du jeu des étiquettes, je suis persuadé que vous pouvez bien écrire les choses. Je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça, j'ai le droit de le faire comme ça, donc je le ferai comme ça. Vous êtes un nationaliste conservateur, le sens de l'expression vient dans la suite de ma phrase, c'est-à-dire quelqu'un qui avance une représentation exclusivement patrimoniale de l'identité collective. Mais c'est faux, je tiens à vous dire que c'est faux. Mais... Alors, ça y est, vous expliquerez Mathieu Bocoté, laissez continuer Alain Renaud. C'est difficile parce que on a le sentiment qu'il y a un patrimoine qui est le produit de l'histoire, qui est un acquis, et que ce patrimoine doit être partagé par les nouveaux arrivants et que rien ne doit pouvoir lui arriver à ce patrimoine issu du passé et véhiculé par une mémoire à laquelle on demande simplement à ceux qui y arrivent de s'agréger. Je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, on ne peut pas, même avec une optique, une représentation patrimoniale de l'identité collective, pourquoi vous excluez a priori que ce patrimoine ne peut pas être enrichi, transformé, nuancé, à la faveur d'arrivées et d'intégrations qui peuvent être des apports. Oui, mais pour qu'il soit enrichi, Alain Renaud, encore faut-il qu'il soit transmis, qu'il soit connu. Et puis, c'est intéressant que vous ayez fait référence à cette phrase si célèbre, Rabot-Saint-Étienne, je crois. Oui, notre histoire n'est pas notre code, parce que un grand républicain, s'il en est, Régis Debray, dans un texte devenu assez connu, le Glaive et le Code, revient justement
sur cette phrase en tant que républicain, et il dit ceci: la particularité nationale est à compter au nombre des infortunes providentielles qui empêchent les humains de se prendre pour des dieux. Dieu est cause de soi, il ne tient que de lui-même, il n'a de dette envers personne, et ce qu'il sait, il ne l'a pas appris. Nous sommes contraints, nous produisons du neuf, oui, mais à partir de ce que nous avons reçu. Nous sommes incapables de nous auto-fonder, c'est vraiment une réponse à Rabot-Saint-Étienne, nous auto-organiser, nous auto-engendrer. Le droit n'a pas lui-même pouvoir incarnateur. Cela s'appelle la finitude, dont notre langue maternelle est une manifestation parmi d'autres. Oui, vous me permettrez un court instant de me défendre contre ce mauvais procès. C'est-à-dire, personne ici, je crois, ne défend une conception essentialiste, pour reprendre le terme, de l'identité nationale. Il ne s'agit pas de fermer l'identité nationale à la manière d'un patrimoine clos sur lequel il ne serait plus possible de revenir. Il ne s'agit pas non plus de dire l'identité est une fois pour toutes fixée et elle ne changera plus. Je ne connais personne qui défende cette thèse, bien que j'entends... En fait, c'est une forme d'homme de paille dans le débat. C'est-à-dire, on s'imagine une forme d'assimilateur dur au cœur sec qui veut une fois pour toutes fixer l'identité nationale et on lui colle une étiquette nationaliste conservateur et au terme de tout cela, on croit avoir tout dit. Je ne pense pas que les choses se posent ainsi. La notion de patrimoine, elle, si vous utilisez celle-là, ou d'identité collective, elle évolue, elle se transforme, mais elle se transforme à partir d'un déjà là. Elle se transforme avec cette idée que la culture nationale, celle de ce pays plutôt que d'un autre, celle qui fait que la France n'est pas la Nouvelle-Zélande et que la Nouvelle-Zélande n'est pas l'Allemagne et ainsi de suite, cette culture, en son pays, ne sera pas une culture parmi d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se transformer. Au fil du temps, les cultures évoluent, c'est naturel, ça va de soi. Mais cela dit, contester l'idée qu'il y ait un ancrage historique de la communauté politique, une certaine manière d'être au monde qui mérite de se perpétuer et qui peut être prise en charge par les institutions et la citoyenneté, ça c'est tout autre chose. Le multiculturalisme ne nous dit pas les identités doivent évoluer. Le multiculturalisme nous dit l'identité d'accueil n'est qu'une identité parmi d'autres et la moindre prétention à la constituer comme culture de convergence, pour citer le philosophe québécois Fernand Dumont, la moindre prétention à la constituer comme culture de convergence, c'est la prétention à en faire une culture dominante qui oppresse les minorités. C'est dans cette vision que je ne me reconnais pas. Mais personne, à ma connaissance, dans les théoriciens qui ont été aussi au moment du rapport sur les accommodements raisonnables des praticiens du multiculturalisme, personne ne refuse, en tout cas pas Bouchard ni Taylor, personne ne refuse de considérer que ce que vous appelez avec beaucoup de dédain l'identité dominante ne doivent être préservées. Personne ne soutient ça. Absolument personne. En fait, je ne veux pas entrer dans un détail sur le rapport Bouchard-Taylor, mais si on pense au rapport Parec en Grande-Bretagne, au rapport Thuot ici, au rapport Bouchard-Taylor qu'on a connu au Québec en 2008, on va défendre souvent la thèse suivante. Dans Bouchard-Taylor, c'était présent. On nous dit le principal obstacle à la création d'une nation, dans le cas du Québec, d'une nation québécoise inclusive, c'est la prétention qu'a la majorité francophone, la majorité historique francophone, d'en constituer, appelons ça le cœur vivant, la culture de convergence. Donc le principal obstacle à l'avènement d'une nation québécoise inclusive, c'est la prétention ce qu'on pourrait appeler, la majorité francophone, à dire qu'elle n'est pas une communauté parmi d'autres. Donc c'est le jour où elle acceptera d'être une communauté parmi d'autres, alors un Québec pluriel pourra prendre forme. On trouve la même logique dans le rapport Thuot, dans le rapport Parec. On trouve généralement cette logique, c'est-à-dire la prétention qu'ont les sociétés d'accueil à ne pas être simplement un communautarisme dans la diversité. On voit ça comme un obstacle à la création d'une société plurielle. Alors, avant que vous ne répondiez, Alain Renaud, je voudrais citer quelques extraits de ce fameux rapport Thuot, rapport au Premier ministre sur la refondation des politiques d'intégration, qui date du 1er février 2013, La grande nation pour une société inclusive. Alors, l'auteur, Thierry Thuot, s'en prend à la célébration angoissée du passé révolu d'une France chevrotante et confite dans des traditions imaginaires. Il écrit notamment « L'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi ». Et il dit « Qui sera le meilleur commercial du pays replié sur sa ronchonne célébration du village d'autrefois ou de celui fier de ses visages contemporains, magnifiant une culture vivante et dynamique ?» Voilà, donc ça c'est quelques extraits du rapport Thuot. On ne va pas se battre à coups de rapport. Non, mais puisqu'il y a été fait référence, j'ai voulu donner un peu corps à cette référence. D'accord. Mais, par exemple, pourquoi ne pas envisager de partager une position que certains appellent l'interculturalisme, alors je vous la donne pour que vous rentriez dedans, mais qui était celle
défendu en fait par les deux auteurs du rapport sur les accommodements raisonnables, qui n'étaient pas sur des bases multiculturelles, mais qui étaient sur des bases interculturelles. Quelle est la différence? Alors Julien, pourquoi ne pas essayer simplement de s'entendre autour d'une position qui reconnaît les identités culturelles minoritaires, qui les reconnaît et qui envisage cas par cas, ou groupe de cas par groupe de cas, d'y trouver quelque chose comme des droits, ou comme pouvant accéder à des droits, comme pouvant ouvrir à des droits, à condition que ces identités ne remettent pas en cause. Tout le problème est là, la prévalence, on pourrait être d'accord là-dessus, hein. Moi, je n'exclus pas de trouver un accord possible avec une position comme la vôtre, à condition qu'on admette, du côté de ceux qui défendent la reconnaissance de la pluralité comme nécessaire, ce qui n'est pas vous, mais du côté de ceux-là, à condition que cette reconnaissance ne remette pas en cause la prévalence de l'identité nationale, la prévalence de l'identité collective partagée, y compris ancrée dans l'histoire. Et là-dessus, je crois que l'interculturalisme, s'il peut avoir un sens, c'est celui-là. En fait, si vous me permettrez, non pas de vous corriger, mais de vous livrer une autre interprétation de la chose. Oui. Le multiculturalisme canadien, on en connaît l'histoire, c'est-à-dire la vocation, c'est lié à Pierre Elliott Trudeau, le père de l'autre, Justin Trudeau, dans les années 70, le véritable projet, c'est la reconnaissance du biculturalisme canadien, c'est-à-dire les deux peuples fondateurs. Et le père Trudeau, qui est fondamentalement hostile au nationalisme québécois, dira « Je ne veux pas reconnaître le peuple québécois comme un peuple fondateur, mais comme une minorité ethnique parmi d'autres dans la diversité canadienne. » On passe du binationalisme au multiculturalisme. Par ailleurs, donc le multiculturalisme canadien nous dit qu'il n'y a pas de culture commune, il n'y a pas de culture nationale, il y a simplement une diversité infinie de cultures et de pratiques culturelles et nous ne serons liés que par une forme de patriotisme constitutionnel qui est celui de la Charte des droits. Par ailleurs, lié au système des accommodements raisonnables dont on pourrait reparler. L'interculturalisme, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire, devant la mauvaise réputation faite au multiculturalisme au Québec, les Québécois avaient quand même le sentiment tout à fait légitime que c'était une machine de guerre qu'il était destiné à les neutraliser, à les priver de leurs revendications légitimes. L'interculturalisme, c'est le nom qu'on a donné au multiculturalisme au Québec à bien des égards. On prétend que l'interculturalisme préserve une culture commune. On prétend que l'interculturalisme dit, oui, il y a la diversité, mais il y a néanmoins une culture commune. Le problème, c'est quand on regarde les textes gouvernementaux, quand on regarde les différents rapports, la culture commune de l'interculturalisme, c'est la Charte des droits, c'est la démocratie, c'est la justice sociale, des choses tout à fait honorables, mais qui ne sont en rien spécifiquement québécoise. Il y a un petit ajout dans l'interculturalisme, c'est la référence à la langue française à cause de la spécificité québécoise, mais les défenseurs de l'interculturalisme, lorsqu'ils en parlent franchement, nous disent c'est la version locale de l'idéologie multiculturaliste. Et à cela, dans le contexte québécois, par exemple, qui n'a jamais été un contexte d'assimilation dure, de toute façon, nous n'en avons pas les moyens. Mais la notion de culture de convergence a été opposée à ça, et je la crois pertinente pour la France, étrangement, et pas seulement pour la culture de convergence, c'est cette idée que la culture historiquement ancré, dispose non pas de privilèges, c'est pas le bon terme, mais d'un statut singulier dans la définition de la communauté nationale. Ça ne veut pas dire ensuite que selon les règles de l'hospitalité, l'autre ne peut pas y faire sa place à sa manière, mais il y a cette idée qu'il entre dans une histoire et c'est l'appropriation de cette histoire, donc la possibilité de dire nous avec la communauté d'accueil, qui est la condition d'une véritable intégration. Ensuite, au quotidien, 1000 choses sont possibles, mais il y a dans la définition de la communauté politique l'idée qu'il y a une culture qui, je dirais, en s'instituant, devient le prisme de référence de la collectivité. Alain Renaud. Oui, d'abord, je vous parlais de l'interculturalisme, je ne vous parlais pas de la fonction stratégique et politique qu'il a pu remplir et qu'il peut remplir dans le contexte du Québec. Vous êtes bien d'accord que c'est deux configurations différentes. On peut faire de l'interculturalisme une position, une philosophie politique, si vous voulez, c'est-à-dire une manière de concevoir cette gestion de la diversité qui est la charge de toutes les sociétés aujourd'hui, quand elles sont démocratiques. Donc, personnellement, c'est de ça que je parlais. Maintenant, je suis entièrement d'accord, et bien sûr, le multiculturalisme a été cet épouvantail et cette stratégie de Trudeau père que vous décrivez. Je n'ai rien à changer à cette analyse qui est totalement juste. Maintenant, deuxième point, par rapport à ce que vous avez dit, il faut qu'on puisse dire nous. Je suis bien évidemment d'accord avec ça. Il faut qu'on puisse dire nous. Personne ne va penser le contraire. Réellement, personne. Oui, mais là, attendez. Non, attendez, j'ai quand même une deuxième moitié de ma phrase, parce que si je dis il faut qu'on puisse dire nous, je fais simplement que redire ce que notre ami dit. Alors maintenant, je dis il faut qu'on puisse dire nous dans des conditions telles où nous puissions être certains, je puisse être certain, par exemple, que dire nous ne consiste pas aussi à dire eux à l'égard des autres. Parce que cette structure du nous et du eux, nous savons ce qu'elle est. C'est la structure des dynamiques génocidaires. Je voudrais... Non, mais je maintiens.
Je répondrai. Ben, vous répondrez. Mais je veux dire, je dis simplement qu'il ne faut pas que la possibilité de dire nous se paye de la possibilité de dire eux pour parler des autres. Alors, nous verrons cette question du « eux ». Je m'arrête au « nous », Alain Renaud et Mathieu Bock-Côté. Peggy parlait du prix d'une patrie charnelle. Or, il y a une manière de dire « nous » aujourd'hui qui est totalement désincarnée, puisque notre histoire n'est pas notre code. Tenons-nous au code, aux valeurs, aux normes, aux grands principes. Nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce sont les valeurs républicaines et rien d'autre. Et dès lors qu'on veut justement incarner le nous, aujourd'hui, on est suspect. Suspect, on manie le concept d'identité nationale. Est-ce qu'un nous, Alain Renaud, ça peut se constituer simplement autour de valeurs universelles, puisque liberté, égalité, fraternité, on ne voit pas pourquoi ça ne caractériserait que la République française. Bien évidemment, ce serait une aberration, un leurre. Non, bien sûr, mais je n'exclus en rien que, on l'a dit et redit tout à l'heure, que nous puissions nourrir par une mémoire partagée l'identité collective qui nous est commune. Je n'exclus nullement ça, ce serait absurde et je pense que personne ne le soutient. Ce que je dis simplement, c'est que il faut partir pour penser cela aujourd'hui, du fait que, d'une part, il n'y a aucune forme de multiculturalisme en France, pensée et reconnue en France. Aucune. Degré zéro. Cette notion n'a aucune présence dans le débat français. Et deuxièmement, que c'est particulièrement délicat parce que, je suis parti de là tout à l'heure et j'en repars, en revanche, de facto, le caractère multiculturel, la multiculturalité de la population, comme dans la plupart des sociétés démocratique est une évidence dans un pays dont les données statistiques incontestées font apparaître qu'un quart de la croissance annuelle de son nombre d'habitants est constitué par des personnes immigrées ou par des enfants d'immigrés. Donc on est face à une tension qu'il faut bien prendre à bras-le-corps entre une multiculturalité de fait qu'on ne peut pas nier et une absence de réflexion de type multiculturaliste ou interculturaliste qui permettrait de concevoir des dispositifs permettant de penser l'intégration autrement que sur le modèle de l'assimilation, de la disparition de cette multiculturalité. Je ne veux pas me mêler exagérément de ce qui se passe en France, donc je le ferai. En un mot, je pense qu'il est un peu rapide, pour ne pas dire très rapide, de dire que la France n'a aucune réflexion sérieuse sur le multiculturalisme. C'est pas nécessairement... Mais il y a la vôtre, alors. Non, mais au-delà de ça, même politiquement, depuis le fameux virage, début des années 80, du Parti socialiste, du socialisme à l'antiraciste, tout l'antiracisme militant qui a paradoxalement racialisé les rapports sociaux, ce qui est quand même étrange, jusqu'à la stratégie Terra Nova de 2012, qui propose de bâtir pour les socialistes une majorité électorale fondée sur la reconnaissance d'une sacralisation de la diversité, d'une promotion d'un agenda multiculturel. Je dirais que le multiculturalisme fait partie du langage politique de la France depuis plusieurs années, même s'il ne se présente pas sous ce nom. Alors, là-dessus, Alain Renaud, je voudrais vous citer un témoignage, celui de Géraldine Smith, une journaliste mariée à Stephen Smith, un journaliste assez célèbre, rue Jean-Pierre Timbaud. Le livre a été publié aux éditions Stock. Alors je l'ai lu parce que l'atelier, je suis encore obligé de parler de moi, l'atelier de petite maroquinerie de mon père était situé 70 rue Jean-Pierre Timbaud. Et elle est allée dans cette rue parce que il y avait cette multiculturalité de fait qu'elle approuvait au nom justement d'une pensée multiculturaliste. Et c'est le récit de sa désillusion. Vous dites « eux et nous », Alain Renaud, mais il y a des gens pour qui, en France, nous sommes eux, et qui nous le font savoir. Elle se promène un jour, un homme en djellaba descend de la rue, et arrivé à sa hauteur, il la bouscule volontairement en sifflant. Les femmes traînent pas en pantalon en buvant dans la rue, puisqu'elles buvaient un Coca-Cola, dégagent salope. Sa violence la prend totalement de court. Mais cette violence n'est pas isolée. Elle se rend compte que ce petit monde multiculturel est en fait un monde multifracturé. Et elle dit, à la fin du livre, que l'idéologie multiculturaliste, justement, a fait
des ravages. Mal compris comme le droit à la différence, le multiculturalisme fait des ravages, dit-elle. Quand on annule à Saint-Paul les classes vertes et les classes de neige pour ne pas braquer les parents musulmans qui craignent la mixité et le non-respect des interdits alimentaires, on supprime une opportunité rare pour les élèves de vivre ensemble pendant une semaine. Et elle constate aussi l'échec du modèle d'intégration à la française. Et, dit-elle, cet échec rejoint l'échec de tous les autres modèles, y compris le modèle anglo-saxon. Voilà le bilan qu'elle tire de plusieurs années de vie rue Jean-Pierre Timbaud. Alors, que pensez-vous de cette réalité d'une société multiculturelle qui devient aussi multiconflictuelle? Oui, exactement. Alain Renaud. J'avais noté ce que je voulais répondre en introduisant l'idée de situation conflictogène. Donc, j'embraye directement sur votre dernière phrase. Ce que je pense, c'est que à partir du moment où une structure du type nous-eux, dans quelque sens qu'elle s'applique, car effectivement, elle peut fonctionner dans les deux sens, dans les deux directions, c'est clair. À partir du moment où, en tout cas, une telle structure existe, qui est la structure de la multiculturalité, de fait, sans réponse thématisant cette situation et proposant des types de résolution ou de remédiation. De résolution et de remédiation à la montée en puissance de cette division nous-eux, que je ressens très fortement. Alors, il me semble que ce décalage entre la multiculturalité de fait et l'absence de thématisation de la pluralité ne peut que devenir conflictogène, et va le devenir, est en train de le devenir, avec deux possibilités sur lesquelles j'aimerais bien connaître votre sentiment. Soit la conflictualité qui monte, incontestablement. Soit la conflictualité prendra la forme d'une montée en puissance immaîtrisable des revendications de reconnaissance issues des minorités, qui peut se produire. Montée en puissance, demande de reconnaissance, demande de justice, issues des populations minoritaires, mais de plus en plus présentes et qui deviendront logiquement, par la logique de la démocratie, de plus en plus exigeantes en termes de demande de droits. Première possibilité de basculement dans la conflictualité. Et deuxième possibilité, soit le conflit naîtra à partir de l'accès au pouvoir d'une idéologie d'affrontement, d'une idéologie, disons, frontiste, qui, pour prendre des décisions résorbant le fait dans le droit, fera ce qui est envisageable, se saisira, disons, de la désorientation d'une partie des Français devant la présence parmi eux de personnes, de groupes qui leur apparaissent autres, se saisira de cette désorientation pour proposer une politique d'exclusion ou d'assimilation brutale. Et les deux perspectives sont conflictogènes. Et donc ce que je voudrais, c'est pour éviter les deux voies sur lesquelles ce conflit deviendra dangereux, effectivement dangereux et violent, qu'on ouvre le dossier du multiculturalisme et plutôt que de refuser, de le repousser éternellement vers l'aval. Je crois qu'il y a une confusion dans les termes. C'est-à-dire, si on veut parler de la diversité ethnique née des mouvements migratoires, c'est une chose. Et ensuite, de comment faire pour faire du commun avec le pluriel, qui est l'ambition première du politique, à ce que j'en sais. C'est-à-dire être capable de créer du commun. Et qu'on le veuille ou non, le commun n'est jamais un commun strictement universaliste. C'est un commun qui s'inscrit dans des médiations historiques. Cela dit, le scénario que vous proposez est terrifiant dans les deux cas, évidemment. Mais je répondrai par une troisième possibilité qui est celle, je dirais, d'un développement d'une indifférence généralisée à ce qui peut quelquefois être insensé. Et je te prendrai un exemple, vous me pardonnerez d'y aller à mon tour d'un petit témoignage qui vient de chez nous. 2015, octobre 2015, dans le cadre des élections fédérales, qui a conduit d'ailleurs Justin Trudeau au pouvoir, il y a un débat qui s'empare de la campagne, et c'est la possibilité pour une femme de prêter son serment de citoyenneté canadienne en niqab. Alors, elle ne veut pas enlever son niqab au moment de prêter son serment de citoyenneté. Elle va traîner le gouvernement devant les tribunaux. On comprend bien qu'il la soutient d'une manière ou de l'autre, parce que ça se fait pas avec des petits sous. Alors, elle va traîner, et finalement, elle va gagner, au nom des droits de l'homme, au nom du droit à la différence, de prêter son serment de citoyenneté en niqab. Donc, l'accommodement minimal qui consisterait à montrer son visage un instant, ne serait-ce qu'une fois dans son passage au Canada, eh bien, il était refusé. Et l'ensemble des élites politiques, pour l'essentiel, pas la totalité, mais l'ensemble des élites politiques et le système juridique et les médias ont dit « Bravo, quelle victoire de l'accommodement raisonnable, quelle victoire de la diversité du droit », et même une députée du parti au pouvoir rajoutera même quelques semaines plus tard en disant « C'est formidable, c'est une image du féminisme véritable et authentique, car le féminisme se délivre de toute forme de paternalisme colonial et le féminin peut s'exprimer sous tous ses visages, même lorsqu'il n'en a pas. »
pas. Pourquoi je vous réponds ici? Parce que on voit ce que peut vouloir dire une société qui, sous le signe de la bienveillance et du respect des uns et des autres, en vient à se culpabiliser à l'idée même d'imposer les règles les plus élémentaires qui soient, les règles les plus minimales qui soient. Quand je compte cette histoire en France, on me regarde toujours avec un air perplexe. On dit, c'est donc ça le multiculturalisme idéal du Canada? Mais je dis, craignons aussi cette possibilité d'une société qui cultive l'indifférence à un point tel qu'elle peut normaliser quelquefois des comportements tellement régressifs qu'il nous semblent inimaginables jusqu'à ce qu'il nous arrive. Si vous voulez, ce que je trouve pervers dans votre démarche... Pervers. Oui, mais pervers, excusez-moi. C'est de laisser penser que précisément le multiculturalisme, y compris le multiculturalisme que j'ai tant apprécié au Canada et encore plus au Québec, moins ambigu pour la raison de la politique de Trudeau, etc., qu'on rappelait tout à l'heure, vous finissez par dire que c'est effectivement ce qui s'exprime dans cette aberration que vous venez de raconter. C'est cette aberration, Alain Renaud, qui est pervers. Alain Renaud, c'est fondé par le droit, c'est fondé politiquement, c'est au cœur du discours politique, ce que vous appelez aberration. Ici, je dis position politique dominante, position juridique dominante. Vous nommez perversion, je fais simplement raconter ce qui s'est passé. Il se peut que finalement, ce soit la réalité qui soit aberrante dans ce cas-là. Mais vous pourriez, nous pourrions convenir que ceci, effectivement, est au-delà de ce que requiert une prise en compte de la pluralité culturelle dans une société démocratique, est inadmissible. Dire pourquoi? Argumenter, et puis nous interroger à partir de là sur la question de savoir si l'on tire argument de cela, comme je crois que vous le faites. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire qu'il y avait un moment pervers dans votre raisonnement. Je crois que vous tirez argument de cela, de cette figure extrême d'un multiculturalisme dogmatique que j'ai toujours combattu. Vous en tirez argument pour contester toute forme de multiculturalisme. Toute forme de thématisation de la pluralité culturelle et de l'être ensemble de personnes différentes. Une forme raisonnable des accommodements raisonnables, si j'ose dire, Alain Renaud. Vous parliez de remédiation tout à l'heure. Vous parliez de résolution des problèmes. Quel type de remédiation préconisez-vous? Quelle forme de multiculturalisme serait nécessaire en France pour faire face à la multiculturalité de fait de notre société? Voilà. Quels sont les principes, les idées régulatrices? Et puis, pouvez-vous nous donner des exemples d'une remédiation heureuse, si je puis dire? Alain Renaud. Non, mais il y a une foule d'exemples qui ont été travaillés. On peut réfléchir... certains l'ont fait. On peut réfléchir sur, par exemple, la question des jours fériés, la manière dont sont déterminés les jours fériés. Est-ce qu'ils sont déterminés uniquement par référence à un patrimoine clos, fermé sur lui-même, ou est-ce qu'ils peuvent être déterminés de façon plus ouverte à la diversité de la population? On peut là-dessus avoir un débat. Ce que je demande n'est pas grand-chose de plus que cela, c'est-à-dire avoir un débat sur les questions qui supposent des choix en matière de reconnaissance, c'est-à-dire ne pas nier que la différence, je ne parle pas de droit à la différence, mais que la différence puisse ouvrir à des droits. C'est pas exactement la même chose. Que la différence, quand elle est raisonnable, puisse ouvrir à des droits qui permettent à ceux qui ne sont pas nous de souche, comme disait Alain Finkielkraut tout à l'heure, puissent se sentir non plus ne pas être eux. Je trouve que c'est un bon exemple sur la question des jours fériés, plus largement du calendrier. Eh bien, qu'il y ait ensuite, dans le cadre de chaque entreprise, on peut imaginer des petits accommodements comme ça, c'est-à-dire une forme de, je dirais, des accommodements de bonne volonté à bonne volonté. Je crois que ça a toujours existé d'une manière ou de l'autre, parce qu'on a toujours été capable de s'entendre entre gens de, je dirais, de bonne référence et de bonne compagnie. Le multiculturalisme propose autre chose, cela dit. Ce qu'il propose, c'est de désinstitutionnaliser, pour l'essentiel, les références associés à la société d'accueil pour n'en faire qu'une référence optionnelle. C'est-à-dire, il y aura les jours fériés chrétiens, il y aura les jours fériés musulmans, il y aura les autres, et chacun, à partir de là, se construira, je dirais, son propre calendrier. Et moi, je trouve que c'est une marque, étrangement, je renverserai la perspective, de reconnaissance élémentaire lorsqu'on arrive dans un pays, dans la mesure du possible, de chercher à se plier à ses habitudes. Et je crois que c'est ce qui est attendu dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui, un signal, un désir d'intégration de la part des populations nouvelles, ou à tout le moins des populations qui ne participent pas, on pourrait dire, à la communauté nationale spontanément, là, selon la première intuition, un signal un désir d'intégration qui consiste à dire, je sais qu'ici, désormais, cela se passe de
de cette manière. Et j'en accepte à la fois le calendrier, j'en accepte à la fois les références, et si, bien évidemment, on me permet, comme je le disais tantôt, de conserver de mille et une manières certaines traditions culturelles personnelles, il n'en demeure pas moins que je ne demande pas de changer les règles en arrivant. Or, je crois que c'est l'enjeu fondamentalement aujourd'hui, au-delà, bien évidemment, de la seule question des calendriers. Je crois que c'est fondamentalement la volonté, par exemple, lorsqu'on dira il faut réécrire l'histoire pour permettre aux nouvelles minorités issues de l'immigration de s'y reconnaître. Donc, et là, quelquefois, on évacuera de l'histoire certains éléments considérés comme trop troublants, trop associés à la mémoire dominante française ou à la mémoire dominante britannique ou même à ce qu'on appelle la mémoire dominante québécoise. Donc, la volonté de réécrire l'histoire pour en enlever ce qui peut paraître comme des aspérités pour les populations issues de l'immigration, je crois qu'on est dans le domaine de l'accommodement absolument déraisonnable. Donc, c'est dans cette logique que je ne veux pas que nous tombions. Ensuite, si vous m'expliquez que au jour le jour, il y a toujours moyen de s'entendre, ou comme on dit au Québec, il y a toujours moyen de moyenner, c'est-à-dire de s'entendre, de négocier, de trouver des terrains d'entente, tous en conviennent depuis toujours. Mais le multiculturalisme, c'est tout autre chose que ça. C'est un changement fondamental de notre vision de l'être ensemble. Alain Renaud. Vous parlez sincèrement, c'est-à-dire que je trouve que le débat tel que vous l'instrumentez fait référence à des situations qui sont sérieuses, qui sont profondes, mais qui sont quand même peu de choses par rapport à ce que nous affrontons actuellement en France, en Europe, et qui mettent en cause aussi la question des cultures. C'est-à-dire la question du salafisme, la question de la gestion de ces différences-là, et de la manière dont nous allons y répondre. C'est aussi un débat qui porte sur la façon de traiter la pluralité culturelle, difficile de le dire autrement, à connotation religieuse. Et si j'étais si heurté tout à l'heure, ou quand j'ai lu votre livre, par l'utilisation des termes de religion, religion séculière en l'occurrence, ou politique, et de totalitarisme, c'est parce que j'ai le sentiment que ce que nous avons à affronter actuellement, et qui est peut-être la forme la plus présente aujourd'hui du débat sur l'interculturalité, c'est de savoir comment allons-nous faire culture avec les Français issus de l'immigration sur 2 ou 3 générations, à un moment où une partie de leurs enfants s'embarquent dans la direction, vous savez. Et là, il faut bien maintenir fort le lien interculturel qui s'est établi pendant des années, pendant des générations, 2 ou 3 en France, pour éviter cette dérive-là. Oui, Mathieu Bock-Côté, puis j'interviendrai un tout petit mot. Bien évidemment que ces questions, soit dit en passant, elles se posent aussi en Amérique du Nord, sans aucun doute. Ici, de manière particulièrement vive, on utilise ici des mots qu'on n'utilisait pas il y a quelques années, sentiment d'une guerre civile douce, une guerre civile qui ne dit pas son nom et tout ça. Mais je crois que par rapport à cela, une société d'accueil qui n'est pas capable très clairement d'identifier quels sont ses repères et qui ne dégage pas, je dirais, la force nécessaire. Vous me pardonnerez ce mot, mais c'est la force pour dire, voilà quelle est la référence ici, et voilà à qui je m'intègre, et voilà ce qui dégage une forme de fierté, ou appelons ça comme vous voulez, qui pousse au désir d'intégration. Quand la société d'accueil fait pénitence toujours en s'excusant des crimes réels ou imaginaires commis en d'autres temps, comme si nous étions toujours contemporains des scènes les pires, eh bien, dans cette perspective, comment être capable d'intégrer qui que ce soit? Si on offre de soi une image si négative, comment être capable ensuite de convaincre l'autre de devenir un peu de nous? Alors, je compléterai ce que dit Mathieu Bock-Côté. Alain Renaud, vous avez parlé du salafisme. Il faut faire une distinction entre salafisme et djihadiste. Quelquefois, le salafisme est une sorte de sas entre justement la société française et le djihadisme, mais il y a beaucoup de salafistes qui n'ont aucune intention d'aller combattre en Syrie. Simplement, le salafisme en tant que tel est une forme, comme l'a bien montré Gilles Kepel, de sécession culturelle, de refus d'intégration, un refus manifeste, ostentatoire. Répond-on au refus de l'intégration en remettant en cause non seulement le concept d'intégration, mais le concept d'intégration lui-même, en disant mais oui, ils ont raison de refuser l'intégration puisque l'intégration c'est unilatéral, c'est violent, et dès lors que on mettra sur pied une véritable société multiculturelle, leur refus tombera. N'est-ce pas une politique naïve et peut-être même dévastatrice, Alain Renaud? Est-ce que vous pensez qu'on répond, je reprends vos mots, au refus de l'intégration? Effectivement, tous les symptômes sont présents. Est-ce qu'on répond, on a une chance de répondre en réussissant à convaincre au refus de l'intégration par l'assimilation? C'est-à-dire par cette version durcie, raidie, méprisante de l'intégration
Personnellement, j'ai toujours été pour un programme intégrationniste, mais pas pour un programme assimilationniste. Quand je vois la trajectoire de certains de nos hommes politiques nationaux de grande envergure, passer successivement en quelques années d'un délire diversitaire à un moment intégrationniste et maintenant à un moment assimilationniste pur et dur, je me dis que les discours tenus par ces hommes politiques sont de moins en moins capables d'éviter ce refus de l'intégration qui est la réponse que donne à notre politique de non-traitement de la diversité. Vous pensez que c'est une réponse au non-traitement de la diversité? En tout cas, vous ne pensez pas que c'est une attitude qui a ses motifs internes? Oui, le salafisme veut être ce qu'il est, il ne répond pas à ce que nous sommes, il s'affirme en tant que force positive, si je puis dire. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont lorsqu'il y a un désir explicite de non-intégration. C'est-à-dire que lorsque le signal est envoyé que, et là vous me pardonnerez ce nous et ce eux, mais parce que je ne réduis pas l'utilisation que vous en faites, lorsque certains arrivent et disent « Nous constituerons ici une contre-société et nous ne voulons pas de vous », le « vous » ici c'est dans ce qu'on pourrait dire les Français, mais ailleurs ça pourrait être autre chose, eh bien, comment ne pas y voir un geste d'hostilité et le nommer comme tel? Et je trouve qu'il y a une très grande tentation avec la sociologie antidiscriminatoire, avec la théorie de la reconnaissance et tout ça, à dire s'ils ne veulent pas s'intégrer parmi nous, c'est parce que nous les avons vexés. C'est parce que nous avons été trop durs avec eux. Et je me demande jusqu'où devrons-nous aller dans la tendresse et l'accommodement raisonnable en un sens pour finalement créer une société qui serait hospitalière pour ceux qui ne veulent d'aucune manière vivre parmi nous. Un mot pour conclure, Alain Renaud. Oui, je trouve que vous mésestimez le caractère conflictogène de la situation. Vous pensez que la répétition des choix effectués antérieurement n'aggravera pas cette situation que je pense explosive dans tous les sens du terme. Merci beaucoup. Merci Alain Renaud et Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, je rappelle le titre de votre livre, Le multiculturalisme comme religion politique. Alain Renaud, vous avez publié naguère Un humanisme de la diversité, essai sur la décolonisation des identités. Vous venez de publier d'autres travaux qui se trouvent sur le site répliquefranceculture.fr ainsi que les autres références bibliographiques de l'émission. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Michel Foucault dans la Pléiade. Mes invités seront Frédéric Gros et Philippe Reynaud. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pascal Bénard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney. Boulanger, quel populisme avec Bertrand Joly.